Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Cette nuit d'horreur à Gaza sous les bombes de l'entité sioniste. Le bilan est lourd. Au moins 430 Palestiniens sont tombés en martyrs. Les autorités algériennes ont décidé de ne pas donner suite à la liste soumise par les autorités françaises de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. Celles-ci ont été invitées à suivre le canal d'usage, en l'occurrence celui établi entre les préfectures et les consulats. Le Niger et le Burkina Faso se retirent de l'Organisation internationale de la francophonie. Une nouvelle affirmation de leur politique souverainiste. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de rejet et de la présence et de l'ingérence française dans la région. Au Maroc, le Marzane s'enlise de plus en plus dans une profonde crise socio-économique, laissant le peuple seul à y faire face, alors que ce même régime poursuit sa répression contre les défenseurs des droits humains afin de les empêcher de documenter les crimes contre l'humanité dont sont victimes les militants sahraouis. Le consulat d'Algérie à Bobigny offre chaque soir un iftar collectif à des centaines de jeûneurs en ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue à tous. L'horreur continue à Gaza. Des images terribles nous parviennent. Au moins 430 Palestiniens sont tombés en martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, lors d'une nuit de frappe intense de l'armée sioniste sur la bande de Gaza, d'une violence sans précédent. Sabrina Kshrout. L'entreprise de génocide se poursuit. Le bilan est lourd. Cette nuit, l'entité sioniste a bombardé l'ensemble de la bande de Gaza. Au moins 356 Palestiniens sont tombés en martyrs, des civils bien entendu, majoritairement des enfants et des femmes, ainsi que des centaines de blessés. Un bilan appelé à augmenter dans les prochaines heures. C'est une reprise des violences sans précédent depuis le début de la trêve le 19 janvier, une trêve maintes fois piétinée par l'agresseur. Compter les martyrs demeure le quotidien des Gazaouis, l'occupant sioniste n'ayant pas même le plus simple des respects pour le jeûne sacré de Ramadan, y compris autour de l'heure de la rupture. Les trois jeunes que vous voyez derrière moi, paix à leurs âmes, ils étaient sortis vers le sud afin de chercher de quoi rompre le jeûne. Aux dernières nouvelles, ils ont été pris au piège pendant une demi-heure. Pour le reste, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment ils ont été tués? Ont-ils pu fuir avant que cela n'arrive? J'en ai aucune idée. Dans ce contexte d'incertitude permanente et d'extrême insécurité, les vies palestiniennes sont en constant et grand danger. À cela, il faut ajouter la catastrophe humanitaire sans précédent en cours, organisée méthodiquement par l'occupant génocidaire. Vous savez, nous allons chercher du bois tous les jours pour l'amener vers nos abris. Tout cela pour nous nourrir en plein mois de Ramadan. Nous vivons enfermés, comme dans une boîte. 17 mois d'agression génocidaire et un cessez-le-feu constamment violé par l'entité sioniste. Le bilan du génocide sioniste qui court depuis le 7 octobre 2023 contre la bande de Gaza s'est encore alourdi. Il passe officiellement à 48 577 martyrs et 112 041 blessés. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounès Magramen, a reçu hier au siège du ministère le chargé d'affaires de l'ambassade de la République française en Algérie. Cette audience fait suite à celle accordée au chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France le 14 mars courant. Le chargé d'affaires algérien s'est vu remettre à cette occasion une liste de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a remis au chargé d'affaires français une note verbale contenant la réponse officielle des autorités algériennes. Dans cette réponse, l'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage comminatoire. En outre, l'Algérie désapprouve l'approche sélective de la France vis-à-vis des accords bilatéraux et internationaux
internationaux liant les deux pays. Elle réaffirme qu'en ce qui la concerne, l'Algérie n'est animée que par le souci de s'acquitter de son devoir de protection consulaire à l'égard de ses ressortissants. S'agissant de la démarche de la part de la partie française, celle-ci a été rejetée par les autorités algériennes sur les plans de la forme et du fond. Sur la forme, l'Algérie a fait valoir que la France ne pouvait unilatéralement et à sa seule discrétion décider de remettre en cause le canal traditionnel de traitement des dossiers d'éloignement. La partie française a par conséquent été invitée à respecter la procédure établie en la matière en suivant le canal d'usage, celui entretenu entre les préfectures françaises et les consulats algériens compétents, et en préservant la manière de traitement habituelle, celle de procéder au cas par cas. Sur le fond, la réponse algérienne a souligné que le protocole d'accord de 1994 ne peut être dissocié de la convention de 1974 sur les relations consulaires, qui demeure le cadre de référence principal en matière consulaire entre les deux pays. De ce point de vue, la mise en œuvre de l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de la nécessité de veiller au respect et des droits des personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement. Pour toutes ces raisons, les autorités algériennes ont décidé de ne pas donner suite à la liste soumise par les autorités françaises. Celles-ci ont été invitées à suivre le canal d'usage, en l'occurrence celui établi entre les préfectures et les consulats. Et aujourd'hui en France, certains politiques utilisent l'Algérie comme argument pour manipuler leur électorat, mais la manœuvre ne trompe personne. Derrière ces discours hostiles, il y a surtout une course aux voix, une instrumentalisation qui dépasse largement la relation entre les deux pays. Yamina Saïdji. Depuis plusieurs mois, l'Algérie fait face à une campagne de dénigrement orchestrée par certains cercles politico-médiatiques français, soumis à des lobbies influents. Derrière cette offensive, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, figure en première ligne. Engagé dans une surenchère verbale et hostile, il a multiplié les provocations. Menaces sur l'accord de 1968, restrictions de visas, attaques contre la communauté algérienne en France ou encore pression sur Air Algérie. Son objectif, utiliser la carte Algérie comme tremplin pour la présidentielle de 2027 et montrer patte blanche à l'extrême droite française. Mais cette stratégie s'est soldée par un échec total. L'Algérie est restée inflexible, refusant de céder aux menaces et imposant ses propres règles diplomatiques. Retailleau, en voulant forcer la main à Alger, a surtout provoqué une crise au sein même du gouvernement français, dépassant ses prérogatives en empiétant sur le domaine réservé au ministre des Affaires étrangères, allant jusqu'à créer des tensions internes. Son attitude a suscité des critiques, y compris au sein de la classe politique française. Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France Insoumise, l'a ouvertement dénoncé. Heureusement que le président de la République est plus mesuré qu'un ministre de l'Intérieur qui d'ailleurs s'octroie des prérogatives que la Constitution ne lui donne absolument pas. Que je sache, il n'est ni ministre des Affaires étrangères, ni président de la République. Vous parlez de quelle prérogative en mettant cette pression et de s'ingérer à tout va pour expliquer quelles doivent être les relations avec l'Algérie. Donc Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est un fauteur de troubles. Et quand vous avez un fauteur de troubles comme lui, qui ne cesse d'utiliser des expressions comme français de papier, comme belles heures de la colonisation, comme régression vers les origines ethniques, et qui n'a rien à dire lorsque des nervis tabassent dans les rues de Paris en criant Paris est nazi, qui tabassent à Rennes, qui tabassent des étudiants à Angers qui refusent de faire un salut nazi parce qu'il est trop occupé à faire une escalade avec l'Algérie. Face à cet échec cuisant, certains médias ont cherché à détourner l'attention. Accusations infondées d'espionnage, censure avortée sur des documentaires liés à la guerre d'Algérie, rien n'a été épargné. Mais malgré ces manœuvres, la réalité est implacable. La politique de confrontation prônée par Retailleau n'a pas affaibli l'Algérie. Bien au contraire, elle a révélé l'amateurisme et les intentions malsaines de ses instigateurs. L'Algérie, solide dans ses positions, continue de défendre ses intérêts avec fermeté et sans concession.
L'hostilité de certains politiques français ne date pas d'aujourd'hui. La torture pratiquée durant la guerre de libération nationale ne fait plus aucun doute. Elle a été officiellement consignée à tous les officiers supérieurs de l'armée française dans une note classée très secret du criminel général Raoul Salan. L'archive date du 11 mars 1957. Cependant, des témoins se sont largement exprimés avant et après 1962. Sabrina Kschouter. La torture comme mode opératoire systématique est pleinement autorisée. Le média français en ligne Mediapart révèle l'existence d'ordres militaires clairs, écrits noir sur blanc dans une note généralisant la torture en pleine guerre de libération. C'est Fabrice Risseputi, historien de la guerre d'Algérie et de la torture, qui met au jour ce document dont l'auteur n'est autre que le général Salan, fondateur de l'OAS. Datée du 11 mars 1957, cette note portant interrogatoire des suspects démontre selon l'historien que la torture a bel et bien été ordonnée par le commandement militaire en Algérie avec le plein aval du pouvoir politique, à l'époque le gouvernement socialiste français de Guy Mollet, soit peu après l'adoption de la loi dite des pouvoirs spéciaux en 1956. Cette journaliste française, dont le travail a opéré un tournant en France sur la question, raconte. Je découvre l'ampleur d'un système qui a été mis en place et pas simplement des bavures. Et on nous basculait la tête dans la baignoire. On ne pouvait pas respirer, on était obligé de boire ça. Et c'était la torture la plus féroce. C'était une torture d'État et qui ne datait pas du tout de 1957, la bataille d'Alger, entre guillemets, ou de 1954, le début du soulèvement. Ça datait de 1830, les débuts de la colonisation. La torture était un mode d'interrogatoire dans les PC de gendarmerie et dans les commissariats. C'était le tableau de la torture. Ici, les torturés, ici, par terre. Et dans l'échelle du pire, l'imagination des Français n'est pas à démontrer. Les crevettes Bijar, c'est-à-dire des détenus algériens qu'on jetait dans la mer du haut d'hélicoptères. Dans les journaux de bord des anciens appelés, j'en ai lu beaucoup de témoignages sur les viols. Avec sa note du 11 mars 1957, Salan fait généraliser la torture à tout le pays. Durant la Révolution, les militaires français ont ainsi pu déclarer suspect, détenir et interroger à leur guise tout Algérien, toute Algérienne. La porte ouverte au pire, lorsqu'en juin 2000, Louisette Irilahriz témoigne, c'est un coup de semonce en France. La jeune femme qu'elle était alors a le malheur de croiser les généraux à la tête de ces pratiques inqualifiables. Quand elle parle, il lui est difficile d'être explicite. Appuyer un peu plus, ou quand il fallait casser, ou quand il fallait injecter, ou qu'il fallait introduire, et ainsi de suite. Donc c'était des ordres de Bijar, c'est ça? Bijar et Massu, parce qu'il parlait en code. Massu, à temps en temps, il me disait « Et la dormante ! Et la dormante !» Vous me confirmez que vous avez vu ces deux messieurs, Bijar et Massu? Tout à fait. Ils s'alternaient à... Tout à fait. Tout à fait, monsieur. Le témoignage d'Irilahriz a ouvert la voie aux confessions de plusieurs militaires. D'abord le général Massu, d'autres comme Bijar ou Paul Ossares, acteurs clés du renseignement contre nos moudjahidines, disent ne rien regretter. J'en ai exécuté 24. Je pense que ce chiffre à mon avis, ne vaut pas grand-chose. Je veux dire, il est en deçà de la réalité. Il était à la tête d'un espèce d'escadron de la mort. Est-ce que, comme le capitaine que vous avez entendu tout à l'heure, vous avez des remords? Non. Il ne fait aucun doute que la torture a été pratiquée par l'armée coloniale française en Algérie. Dès la période même de la guerre de libération, les témoignages et les preuves affluent abondamment. Et la note officielle de Salan établit sans équivoque les responsabilités de l'exécutif français d'alors. À nos victimes et à nos martyrs, l'État français a depuis opposé un autre crime, celui de l'amnistie des atrocités commises. Une autre carte blanche qui, en France, continue de nourrir le déni et le racisme. Le Niger et le Burkina Faso se retirent de l'Organisation internationale de la francophonie, une nouvelle affirmation de leur politique souverainiste. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de rejet de la présence et de l'ingérence française dans la région et dans la continuité des ruptures déjà engagées par des pays africains, avec la France notamment sur les plans militaires et diplomatiques. Rina Lorari.
La question de la corruption soulève une problématique majeure et je pense que toutes les structures marocaines sont corrompues. Ces propos sont tenus par un parlementaire marocain qui dénonce un phénomène grandissant qui a exacerbé la crise socio-économique au Maroc. Et alors que les populations sont réprimées à chaque fois qu'elles crient au scandale, les responsables corrompus bénéficient de privilèges et d'immunités. Il n'existe aucune initiative gouvernementale visant à lutter contre la corruption, qu'elle soit législative ou exécutive, y compris au sein des institutions officielles créées à cet effet. Tous ces indicateurs confirment que la corruption au Maroc a atteint un niveau alarmant, devenant une corruption structurelle. Par ailleurs, les propositions de loi visant à criminaliser l'enrichissement illicite sont systématiquement abandonnées, ouvrant grand la voie à la corruption. Cela démontre que le gouvernement actuel n'a aucune volonté politique de lutter contre la corruption et la fraude, ni d'instaurer des lois criminalisant l'enrichissement illicite. En l'absence d'une réelle volonté de réforme, le citoyen marocain continue de subir un niveau de corruption accablant qui impacte son quotidien et le rend prisonnier des politiques mises en place par ceux qui détiennent le pouvoir au sein du royaume. C'était là un sujet sur le régime du Marzen qui s'enlise de plus en plus dans une profonde crise socio-économique en laissant le peuple faire seul face à la pauvreté, aux inégalités et à la corruption qui gangrènent la société. Dans l'actualité nationale, une secousse tellurique de magnitude 5,1 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée aujourd'hui vers 10h50 du matin. L'épicentre de la secousse a été localisé à 9 km au nord-ouest de la région de Mihoub à Médéa et a été ressenti à Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou et Buira. Le Maroc, plutôt l'occupation marocaine poursuit sa répression contre les défenseurs des droits humains afin de les empêcher de documenter les crimes contre l'humanité dont sont victimes les civils. C'est dans ce contexte qu'une militante sahraoui, également journaliste, a été violemment agressée physiquement et verbalement par la police de l'occupation marocaine. Ilham Achir et Majda Jahmoun. L'occupation marocaine ne se contente plus de harceler les défenseurs sahraouis des droits de l'homme et de surveiller leur domicile, elle passe à l'attaque. Violences verbales et agressions physiques sont devenues des armes systématiques pour les réduire au silence. Dernière victime en date, l'ancienne prisonnière politique Mahfouda El-Fqir et la journaliste Salha Boutenguiza, brutalement prises pour cible par les forces d'occupation. Je voudrais lancer un message aux forces d'occupation. Nous ne céderons jamais à vos intimidations et vos menaces. Nous poursuivrons notre lutte. Le même scénario s'est répété avec le journaliste Behi Braika, dont le domicile a été pris pour cible une deuxième fois, ainsi qu'avec son frère Hassan Mouloud Zarwel et d'autres militants que le Marzen tente vainement de faire taire pour dissimuler ses crimes. Face à cette répression brutale et aux nombreuses exactions commises, nous appelons la communauté internationale, le Comité international de la Croix-Rouge et l'ensemble des organisations internationales à mettre en place un mécanisme de surveillance pour observer de visu la situation des droits humains dans les territoires occupés. Toutes ces pratiques sont une réelle menace pour la vie de tous ceux qui militent pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La mise en place d'un mécanisme onusien global de surveillance des droits humains au Sahara occidental s'impose comme une nécessité absolue. Et comme je vous le disais, le Niger et le Burkina Faso se retirent de l'Organisation internationale de la francophonie. Une nouvelle affirmation de leur politique souverainiste. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de rejet de la présence et de l'ingérence française dans la région et dans la continuité des ruptures déjà engagées par les pays africains avec la France, notamment sur les plans militaires et diplomatiques. Rina Lohari. De plus en plus affranchies, les nations africaines cherchent à affirmer leur souveraineté en rompant définitivement avec les structures héritées de la colonisation française.
Le 7 mars dernier, le Niger a officiellement annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, rejoignant ainsi le Burkina Faso dans cette démarche de rupture avec les institutions perçues comme liées à l'influence française. Cette décision s'inscrit dans une dynamique plus large de rejet de la présence et de l'ingérence française dans la région. Créée en 1970, l'OIF compte aujourd'hui 91 États et gouvernements membres. Pour le Niger et le Burkina Faso, cette organisation est devenue le symbole d'une relation déséquilibrée où l'influence française prime sur les intérêts souverains des nations africaines. Une vision commune qui a conduit les deux États à couper les ponts avec cette structure dans la continuité des ruptures déjà engagées avec la France, notamment sur les plans militaires et diplomatiques. Ces retraits marquent également un tournant géopolitique pour les deux pays qui cherchent à redéfinir leurs alliances en renforçant leur coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel. Au Niger, tout comme au Burkina Faso, les nouvelles autorités ont entrepris une vaste campagne de débaptisation des rues, remplaçant les noms à connotation coloniale par ceux de figures africaines. À Niamey, la place de la francophonie a été renommée place de l'Alliance des États du Sahel. En quittant l'OIF, le Niger et le Burkina Faso redéfinissent leur place sur la scène continentale et internationale en quête d'un modèle de coopération fondé sur de nouvelles alliances et une indépendance revendiquée. Sport football, la sélection nationale de football a quitté le pays en direction du Botswana en prévision du match. Elle affrontera l'équipe du Botswana de football le 21 mars à Francistown dans le cadre de la 5e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En prévision de cette confrontation, le jeune défenseur Sohaib Nair a reçu sa première convocation en sélection nationale. On note également le retour de l'attaquant Youssef Belaïli dans la liste principale. On écoute à présent Sohaib Nair et Youssef Belaïli. Je suis arrivé aujourd'hui, l'équipe m'a bien intégré, etc. Du peu que j'ai vu, je trouve que l'équipe a toutes les chances de prendre les 3 points contre le Botswana et aussi contre le Mozambique, donc c'est une bonne chose. Oui, après je pense que les joueurs sont habitués à jouer sous ces conditions-là en Afrique, c'est souvent comme ça, donc c'est pas un problème je pense. Ouais, après c'est la force d'un groupe, il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup de joueurs qui sont là aussi pour les remplacer. C'est ça un groupe et moi je pense que on est confiant, Inch'Allah khair. Bah, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, les starters algériens c'est les meilleurs. Bah, on va se préparer comme il faut et on verra ce que ça va donner, mais Inch'Allah je pense que ça va se passer. L'ambiance, moi c'est la première fois que je viens, donc c'est la première fois que je vois et je trouve que l'ambiance elle est très saine, donc c'est une bonne chose. Ça se passe bien, franchement c'est un très bon groupe. Je suis très content de mon retour en sélection et je tiens à remercier le peuple algérien pour tout le soutien qu'il m'a apporté. Concernant le match contre le Botswana, nous sommes prêts et nous reviendrons avec la victoire, Inch'Allah. Nous formons un groupe très soudé. Les anciens de la sélection partagent leur expérience avec les nouveaux afin d'obtenir des résultats à la hauteur. Nous sommes un bon groupe et nous allons tout donner pour décrocher les 2 victoires. Faites-nous confiance, nous vous rendrons fiers. Et puis cette information qui devrait vous simplifier les procédures administratives, vous pouvez désormais obtenir votre certificat de nationalité algérienne sur simple présentation de la carte d'identité nationale ou du passeport biométrique sans avoir à fournir d'autres documents administratifs au niveau du tribunal le plus proche et ce après vérification de votre identité dans la base de données nationale dédiée au certificat de nationalité. Pour les citoyens dont l'identité n'a pu être vérifiée, le certificat sera délivré après la présentation des documents nécessaires justifiant leur droit à l'obtention de ce document, puis seront informatiquement enregistrés dans la base, automatiquement enregistrés sur la base de données. Et puis, sachez que l'opération de réservation électronique des billets pour les Hadji de la saison 2025 a débuté hier à Alger via le portail Bawabat Al-Hajj DZ et l'application Raqb Al-Hajjaj. Le ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines a organisé hier soir un dîner d'iftar au Centre international de conférences Abdel Tefrahel à Alger. En l'honneur des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie étaient conviés à ce repas de l'iftar organisé à l'occasion du massacre d'Ormdan de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement ainsi que des responsables d'institutions et d'établissements nationaux et étrangers.
Et toujours à l'occasion du mois sacré de Ramadan, le consulat d'Algérie à Bobigny offre chaque soir un iftar collectif à des centaines de jeûneurs. Une initiative exceptionnelle par son ampleur qui fait de ce lieu un véritable foyer de solidarité, un exploit logistique et humain. Salué par tous. Voyez cette correspondance de Afaf Blouchette. C'est un calme trempeur qui enveloppe le consulat d'Algérie à Bobigny à l'approche d'El Maghreb. Mais derrière ces murs, c'est une véritable fourmilière qui s'active. Là, dans l'effervescence discrète, on s'affaire à préparer la shorba, cette soupe réconfortante, pour qu'elle soit servie à temps, juste avant l'appel sacré du muezzin. Dans la grande salle, même lorsque les premières bouchées apaisent la faim, le balai des bénévoles ne faiblit pas. Le service se poursuit jusqu'à la dernière assiette, jusqu'à la dernière main tendue. Oui, chaque jour, on se déplace, voilà, on vient le matin, on commence à préparer le repas. Jusqu'au soir, on fait le service, on finit la vaisselle, on range. Un rythme effréné mais porté par l'énergie du cœur, car ici, ces bénévoles se mobilisent chaque jour au service de ces jeûneurs. L'équipe de consulat d'Algérie. Alhamdoulilah, l'Amazon fait bien. Le consul, il a fait quelque chose de formidable. Franchement, وقف معنا ومع الآخر مع الناس اللي جايين يفطروا. Et grâce à eux, chaque soir, le consulat devient un foyer, un havre où se mêlent générations et destins. Jeunes et anciens, haraga et étudiants, citoyens de passage, tous se rassemblent autour d'un même iftar collectif dans une ambiance empreinte de chaleur et de fraternité. En plus de la chaleur familiale qui a été créée autour de notre communauté établie ici à la Seine-Saint-Denis, notamment à Bobigny, des jeunes, des personnes, des familles et de toute nationalité. D'ailleurs, on a vu des Chinois, des Tunisiens qui sont venus partager avec nous le repas de Ramadan. En effet, les portes du consulat s'ouvrent largement, sans distinction. Qu'ils viennent des pays lointains ou des contrées voisines, tous les jeûneurs trouvent ici un accueil bienveillant et une table généreuse. الاسم ديالي ايمان، الاصل ديالي مغربيه. فوالا اليوم جيت نفطر في الكونسولا نتاع الجزائر في بوبيني. الله يعطيهم الصحه على البلا اللي داروه وعلى المعامله اللي تعاملوا معنا، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو كل عام هنايا. وشفت خوتي الجزائريين تعاملوا معايا بيان، والله يعطيهم الصحه على كل شيء. À Bobigny, chaque soir, près de 400 jeûneurs bénéficient de ce moment de répit et de convivialité, tandis que la journée, le consulat poursuit ses prestations administratives sans relâche, assurant un service continu pour tous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.